pour un tout nouveau numéro de Saltwater. Ce mois-ci, je me suis baladé dans la baie de Quiberon et à Carnac dans le Morbihan, en Bretagne, pour assister au salon de la glisse et de la voile légère qui combine tests de matos et compétition. J'ai nommé le salon Sail & Glisse. Vous l'aurez compris, c'est un mag spécial glisse qui vous attend, avec tout plein de champions. On passera donc un petit moment avec celui qui vient de remporter son 20e titre mondial en planche à voile, Antoine Albo, mais aussi une championne toujours en planche, Sarah Hébert. Nous mettrons aussi le cap sur Hawaï à la rencontre de Laird Hamilton, l'homme multi-support de glisse qu'on ne présente plus. Puis nous partirons à Oman pour une session kite avec Charlotte Consorti. Enfin, nous nous quitterons avec Monsieur Robinet en balade stand-up dans un endroit quelque peu insolite. Allez go, retour au salon. La station balnéaire de Carnac, mais aussi toute la baie de Quiberon dans le Morbihan, est devenue le temps d'un week-end la capitale française des watersports grâce à l'événement Sail & Glisse et Water Games 2012. Et le salon n'a pas choisi ce lieu pour rien, un site naturel classé parmi les plus belles baies du monde, également spot d'entraînement pour les sportifs de haut niveau. Cette deuxième édition mixait salon de l'essai et compétition, couronnant les riders les plus complets, avec une épreuve de windsurf, de stand-up et de kitesurf. C'était aussi l'occasion pour les amateurs de se mesurer aux professionnels. Pendant 4 jours, la grande plage de Carnac a reçu des centaines de visiteurs venus pour tester le matériel ou découvrir les nouveautés 2013. Planche à voile, dériveur, kitesurf, kayak, stand-up paddle ou wakeboard, mais encore bien d'autres, tous taillés pour la glisse, à la voile ou à la rame, mais tous sans moteur. Bref, un concentré de tous les sports nautiques mis à l'honneur, et avec des parrains marraines comme le marin Francis Voyon et la windsurfeuse Delphine Cousin, Sail & Glisse a de quoi susciter le rêve et faire naître des vocations. Quand le kitesurf est apparu, nombreux sont les windsurfers qui sont partis vers ce nouveau sport. C'est vrai que ça donne envie, un apprentissage plus rapide, des super sauts et la possibilité de naviguer dans un vent moins soutenu qu'en windsurf. C'est d'ailleurs le chemin qu'a suivi Charlotte Consorti. En 1999, elle vend tout son matériel de windsurf pour acheter sa première aile de kite. Ça sera d'ailleurs pour elle une vraie passion puisqu'elle est aujourd'hui kiteboardeuse professionnelle. Elle a même battu le record du monde de vitesse. Mais évidemment, à côté de ça, il y a aussi des trips. Je vous propose de regarder ensemble son voyage à Oman. Charlotte Consorti est une jeune kitesurfeuse qui a la bougeotte. La française est tout simplement la femme la plus rapide du monde sur l'eau depuis 2010, mais elle préfère de loin les voyages à la compétition. Elle ne s'arrête jamais et son dernier trip nous emmène à Oman, au Moyen-Orient. Le vent est là, impossible de résister à ce lagon immense. Charlotte et Bruno se jettent à l'eau pour planer jusqu'au soir.
Alors me voici maintenant en compagnie de Sarah Hébert. Salut Sarah. Salut. Alors toi, ta passion, c'est pas le kitesurf, c'est la planche à voile. Tu as été 4 fois championne de France, championne d'Europe aussi en 2010 et vice-championne du monde. Du monde en 2007. Voilà. Alors il y a quelques mois, tu as tenté un super défi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'était la traversée de l'Atlantique en planche à voile. En planche à voile grand public, en funboard, comme les planches qu'il y a juste derrière nous. Au départ de Dakar pour retrouver la Guadeloupe normalement une trentaine de jours après. Je naviguais toute la journée pendant 6 à 8 heures par jour et un catamaran me suivait à distance et je le rejoignais le soir pour dormir sur le cata et le lendemain à la première heure je ressautais sur ma planche et donc j'ai passé mes journées en mer seule avec un seul petit mât en repère. Ça doit être beaucoup d'entraînement pour préparer ce genre de défi? Ben oui, surtout quand on se lance dans une aventure comme celle-là, on risque vraiment sa vie puisque là, ma sécurité dépendait avant tout de ma capacité à communiquer avec mon équipage, avec une VHF. Et donc, il ne faut pas se lancer là-dedans au hasard, il faut vraiment être très prête physiquement. Et même dans ces conditions-là, on prend quand même de gros risques. Alors Sarah, t'es pas allée jusqu'au bout de ce défi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a manqué pour finir? Eh ben, la voile c'est avant tout la météo et comme tous les records, c'est toujours un paramètre difficile à gérer. On peut connaître la météo à 4, 5 jours, 7 jours, mais ça peut toujours changer. C'est ce qui s'est passé pour moi avec un vent qui a tourné à l'est et donc j'étais plein vent arrière. Plein vent arrière en planche à voile, c'est extrêmement physique et voire vraiment impossible à tenir comme position pendant des heures. Donc j'ai tout donné, j'ai navigué pendant 12 jours, 8 heures par jour et puis un matin je suis partie à l'eau avec des pertes de connaissances, tout de la vision, j'ai simplement atteint mes limites physiques, voilà. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner. D'accord, mais pour toi c'est quand même une réussite, c'est une belle expérience? Oui, parce que j'ai réalisé mon rêve, j'ai vraiment vécu ce que je voulais vivre, être seule en mer dans les éléments et puis j'ai transmis mon message avec du cœur tout est possible, ça aussi c'était un partage, une première pour moi de pouvoir partager avec des milliers de personnes qui me suivaient et de montrer voilà, que quand on a un rêve, on peut le réaliser et que c'est pas tellement l'endroit où on arrive qui compte, mais c'est plutôt le chemin que l'on parcourt pour y aller. Et c'est vrai que c'est 2 ans de présentation et de préparation et puis voilà, c'est 12 jours absolument magiques en plein Atlantique, je m'en souviendrai juste toute ma vie, quoi. Aujourd'hui Sarah, quels sont tes projets? J'ai cru comprendre que tu t'intéressais de près à la voile, est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas tout à fait. C'est vrai que moi j'ai grandi sur un voilier, donc le large ça m'attire de plus en plus. Cette aventure en planche à voile dans l'Atlantique, ça a confirmé que j'étais vraiment faite pour ça. Et plus que la voile, c'est vraiment l'aventure et les expéditions qui me motivent. Donc je prépare quelques expéditions en stand-up paddle et en planche à voile pour l'année à venir. Et je me mets également aux classes 40, une discipline de la course au large, un voilier de 40 pieds. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir avoir tous les jouets pour naviguer, peu importe les conditions, l'état de la mer et profiter de ce que peut nous offrir l'océan. Sarah, si tu fais du stand-up paddle, je pense que ce qui va suivre va te plaire. On va tout de suite en Alaska retrouver Roby Nesh, il est en trip stand-up paddle. Vous allez voir, c'est des images très nature. Depuis quelques années, le stand-up paddle, cette longue planche de surf que l'on conduit debout avec une pagaie, déferle sur nos côtes, nos rivières et nos lacs. Une planche, une pagaie, et c'est parti. Roby Nesh, légende vivante de la planche à voile, est reconverti en businessman, a du flair et s'est jeté à fond dans le marché du stand-up paddle. Roby joue la carte de la facilité et pour le prouver, il est parti sur les eaux glacées de l'Alaska pour un trip inédit. Accompagnés de la star montante Kaeleni et Kevin Langerie, les 3 compères découvrent les paysages magiques d'une région sauvage et méconnue. Il faut dire que cette drôle de planche est un excellent moyen de se promener, à la fois silencieux, écologique et bon pour la santé.
aussi en compagnie d'Antoine Albo. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors Antoine, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es un windsurfer professionnel et tu es même le sportif français le plus titré, tout sport confondu. Voilà. Alors tu viens de gagner ton 20e titre mondial, c'est exceptionnel. Ouais, bah ouais, c'est vrai que là c'était vraiment une super bataille cette année. Avec mon concurrent direct Björn Dunkerbeck, j'étais en tête au début de la saison, ensuite il est repassé devant. Et puis j'ai fait un sans faute sur les 2 dernières épreuves, donc j'ai repris la tête au classement et le 20e titre. À quel âge tu as commencé la planche à voile? Comment t'es venu à la planche? Ça vient de la famille, c'est vrai que mon père a fait de la planche au tout début dans les années 75, là, quand c'est arrivé en France. Ensuite il a monté une école de voile sur l'île de Ré. Donc moi j'ai commencé, j'avais à peu près 5 ans, il m'avait confectionné un tout petit gréement qu'il avait coupé dans une voile qu'il y avait à l'époque. Et puis voilà, entre 2 châteaux de sable, j'essayais de relever la voile, je faisais des petits bords et puis ça a commencé comme ça, quoi. Quels sont tes projets maintenant? T'as plus rien à prouver en planche à voile? Est-ce que tu continues quand même les compètes ou est-ce que tu prévois une petite reconversion? Non, là je continue, normalement encore 2 années. Tu sais, j'avais fait le record du monde de vitesse en 2008, là j'avais fait presque 91 km/h en planche. Et là je vais partir en Namibie pour une nouvelle tentative, on est plusieurs, on est à peu près une vingtaine véliplanchistes français et étrangers, tout le mois de novembre. Maintenant c'est mon objectif de fin de saison. Ouais. Est-ce que tu pratiques un autre sport de glisse que le windsurf? J'en fais plein, ouais. J'essaye tout. Donc le stand-up paddle? Ouais, je fais du kite, je fais du surf, je fais du skate, je fais du snowboard, je fais du wakeboard, du foil, je fais plein de choses. Je sais que tu vas souvent à Hawaï pour t'entraîner, pour tester du nouveau matos. Combien de temps tu y passes par an et qu'est-ce que tu apprécies là-bas? C'est vrai que c'est toujours difficile en Europe de trouver un endroit où tu peux naviguer toute l'année. Parce que souvent il fait froid l'hiver, t'as pas forcément le vent, t'as pas forcément les vagues non plus. Donc la meilleure destination c'est Hawaï. Je passais peut-être 4-5 mois par an là-bas. Pas en une fois mais en plusieurs voyages. Et maintenant j'y vais un petit peu moins parce que j'essaye de changer un peu parce que ça devient pas monotone, mais bon, il y a d'autres choses que j'aimerais faire. Je suis un peu curieuse, je me demandais, est-ce que tu as déjà partagé une vague avec Laird Hamilton? Pas en windsurf parce qu'il fait plus beaucoup de windsurf, mais en surf tracté beaucoup, ou en stand-up. C'est difficile de faire une vague avec lui. Mais bon, c'est un très bon surfeur. Qui prend des vagues énormes et qui est vraiment exceptionnel dans des conditions extrêmes. Ouais. Mais tu fais bien le dire parce qu'on va tout regarder un petit reportage donc sur Laird Hamilton à Hawaï. C'est tout de suite. Merci Antoine. À bientôt. Bon vent. Laird Hamilton est une espèce d'icône vivante qui concentre tous les mythes et les clichés associés au surf. Avec son physique de gladiateur, sa belle gueule et ses mèches blondes, il incarne l'archétype du surfeur. Mais au-delà du charisme du bonhomme, à 48 ans, Laird Hamilton a à son actif pas mal d'innovations dans le surf et ses dérivés. Depuis une dizaine d'années, c'est lui qui a remis au goût du jour le stand-up paddle, une pratique ancestrale hawaïenne. Toujours à la recherche de nouvelles sensations et de moyens pour surfer des vagues de plus en plus grosses, Laird a trouvé là un support à sa mesure. En stand-up, il peut faire parler sa puissance et sa technique de surf irréprochable. Laird est aussi le pionnier du surf à foil. Il s'agit d'une planche de surf montée sur un hydrofoil démesuré qui permet de surfer perché à 1 mètre au-dessus de l'eau. Après des mois de développement, Laird a conçu un système abouti qui lui permet d'attaquer les vagues de plusieurs mètres. Une expérience unique de surf en lévitation qui demande une énorme finesse de pilotage. Mais c'est vraiment à partir des années 90 qu'il va commencer à faire parler de lui. Avec ses potes hawaïens, Dave Kalama, Derek Dorner et Buzzy Carbox, il commence à pratiquer le surf de façon innovante. Convaincu qu'il peut dévaler des vagues géantes en se faisant tracter par un engin à moteur, Laird raccourcit ses planches, fixe des cale-pieds et utilise un jet ski pour se lancer dans la pente.
Dans son concept, il met en avant la similitude évidente avec le snowboard, et ça marche, le tow-in est né, le surf rentre alors dans une nouvelle ère. Le surf tracté permet de surfer des vagues de 10 à 15 mètres, impossible à prendre en surf classique. Les vagues de cette taille se déplacent trop vite pour être prises à la rame allongée sur sa planche. Même si certains puristes ont crié au scandale, la solution de l'Air d'Hamilton est aussi simple qu'efficace. Cette pratique s'est d'ailleurs développée sur tous les spots de gros de la planète. On voit le résultat sur ces images sur la fameuse vague géante de Jaws à Hawaï, tout simplement hallucinant. L'Air d'Hamilton est pour l'heure le maître incontesté du surf de grosses vagues, et sans doute pour encore longtemps. Et voilà, ce numéro de Saltwater Special Gliss, c'est déjà fini. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.